Merci beaucoup, Diane. Je ne peux pas commencer cette présidence sans rendre hommage, évidemment, à notre père à tous, en tout cas à mon père spirituel, Michel van de Kerkhove. François Host est mon grand frère. Voilà. Vraiment, voilà, Michel, d'une manière ou d'une autre, tu es parmi nous et en tout cas dans nos cœurs. Et je voudrais aussi évidemment rendre hommage à la jeunesse. Diane, Jérémy, Antoine, vous avez conçu ce colloque de manière absolument magnifique. Et de même que je suis très reconnaissant à l'équipe des jeunes constitutionnalistes qui me succèdent, je suis tout aussi reconnaissant à votre équipe. Alors je vais introduire par quelques mots, sans aucune prétention, d'un classicisme un peu épouvantable, compte tenu des thèmes novateurs qui ont été déclinés ce matin. Je m'en excuse, mais voilà, c'est un premier cadrage et il appartiendra évidemment aux orateurs de le détricoter. En 2020, un ouvrage collectif dirigé de main de maître par Antoine Bayeux sort aux presses de l'Université Saint-Louis sous le titre « Le droit en transition, les clés juridiques d'une prospérité sans croissance ». Le livre est sous-tendu et véritablement porté par le vibrant plaidoyer d'Antoine en faveur de l'élaboration d'une doctrine juridique de la post-croissance. Dans l'introduction, Antoine pressent bien sûr l'objection du caractère militant de cette posture scientifique. Et pour y répondre, il n'y va pas par quatre chemins. Il déclare que la question du caractère partisan ou non de la démarche juridique est dénuée de sens. On peut déjà s'arrêter et aller boire un verre. Il continue, dénuée de sens à partir du moment où l'on reconnaît que cette démarche charrie nécessairement des présupposés politiques ou éthiques. Je m'étais permis, dans les conclusions de cet ouvrage, d'exprimer quelques réserves à propos de cette affirmation qui m'avait paru un peu trop rapide. Ce dont Antoine, merveilleux Antoine, il est là, il est où? Il revient, il avait une soutenance de thèse. Ah, voilà. Donc, je lui rends hommage d'autant plus chaleureusement. Donc, ce dont Antoine était parfaitement conscient, puisqu'il précisait un peu plus loin que, je le cite, « la différence est cruciale entre, d'une part, les positions politiques propres aux auteurs de doctrine ou aux juges, positions subjectives qui ne devraient pas pouvoir dicter directement leurs interprétations, et d'autre part, les références à la moralité institutionnelle, décelable derrière l'ordre juridique qu'il leur appartient de présenter sous son meilleur jour, sous le bénéfice d'une légitime marge de liberté. Autrement dit, la question du caractère partisan ou non de la démarche juridique n'est pas dénuée de sens. Commençons par reconnaître que la démarche juridique au singulier n'existe pas. Il y a place pour des démarches juridiques bien différentes. Et pour reprendre une distinction classique, il y a la démarche du juge, il y a celle de l'auteur de doctrine, il y a celle d'une science interdisciplinaire du droit. Commençons par le juge. Bien sûr, nul ne devrait l'ignorer. Un juge a souvent une marge de liberté pour choisir entre au moins deux interprétations plaidables l'une comme l'autre. Il lui appartient alors, comme Dworkin l'a enseigné, de choisir celle qui respecte la cohérence du système juridique. C'est le fameux critère de l'intégrité, même si l'on sait qu'il y a des cohérences, tout en présentant le système juridique sous son meilleur jour, sous l'angle de la moralité institutionnelle qu'Antoine évoquait dans la citation que je viens de faire. C'est dans cette mesure, et dans cette mesure seulement, que l'acte juridictionnel comprend une dimension politique partisane. Mais un juge partisan qui retient une solution injustifiable au regard des contraintes d'une argumentation juridique rigoureuse me semble détestable, il faut tout de même bien le dire. La doctrine, pour sa part, peut très bien plaider en faveur d'un revirement de jurisprudence ou raisonner de lege ferenda, sous l'impulsion d'une évaluation politique ou éthique plus ou moins alternative, qu'elle devrait avouer en toute transparence, ce qu'elle fait très rarement, trop rarement. Mais cette doctrine ne pourra convaincre qu'en passant sous les fourches caudines d'une argumentation rigoureusement juridique. La doctrine juridique de la post-croissance, qui plaide pour la construction d'un droit moins croissantiel et plus convivial, et que Antoine appelait de ses vœux dans ce livre, cette doctrine a ce mérite d'être à la fois adossée à des évaluations politiques, économiques, sociologiques et culturelles explicites, soigneusement argumentées, et à des interprétations proprement juridiques
audacieuse, mais rigoureusement plaidable. Quand Antoine défend dans le livre des interprétations novatrices du droit européen des marchés publics, pour que ce droit s'éloigne de la conception purement matérielle de la prospérité collective, réduisant les pouvoirs et organismes publics au seul statut de consommateurs, il puise dans le registre proprement juridique de l'Union européenne, qui contient des règles propres à protéger des valeurs non marchandes, comme la protection de l'environnement. S'agit-il d'une démarche militante? Eh bien oui et non. Oui, parce qu'elle s'adosse à des prémices politiques et morales alternatives, mais non, parce qu'elle joue le jeu du droit, qui impose le respect de ses propres contraintes argumentatives. La démarche est irréprochable, parce qu'elle est parfaitement transparente et loyale. Quant à la science interdisciplinaire du droit, elle ne sera jamais axiologiquement neutre, on le sait. Mais comment pourrait-elle se dispenser d'un souci d'objectivité quand elle tente de relier les phénomènes juridiques qu'elle étudie aux explications et aux évaluations extra-juridiques qu'elle cherche dans les sciences humaines pertinentes? Encore un mot pour achever d'introduire notre séance. J'ai l'honneur d'être vice-président du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail que réalisent nos chercheurs et pour la production des fameux courriers hebdomadaires du CRISP. Le président du CRISP, mon collègue et ami le philosophe Vincent de Courbitaire, m'a confié un jour que notre rédacteur en chef a de plus en plus de difficultés à recruter des jeunes rédacteurs pour nos courriers, des jeunes rédacteurs qui acceptent de considérer qu'il y a encore une différence entre les jugements de valeur et les jugements de fait. Je trouve cela préoccupant. Bien sûr, nous savons tous que les faits sont rarement des données brutes, mais qu'ils sont construits. Bien sûr, nous savons que les faits dont le travail scientifique rend compte sont fatalement sélectionnés. Mais de là à récuser toute différence entre jugement de fait et jugement de valeur, il y a une solide marge. Le scientifique qui récuse l'idéal de l'objectivité, sous le prétexte de son droit à militer, me semble aussi détestable que le juge partisan. Mais celui qui révèle en toute honnêteté ses propres jugements de valeur et qui raisonne sous la modalité du « si, alors » est irréprochable. Autrement dit, le scientifique peut raisonner en deux temps. Premier temps, admettons, hypothétiquement, que tel ou tel objectif soit jugé désirable selon un jugement de valeur qui relève d'une appréciation politique que le lecteur ou l'auditeur n'est pas obligé de partager. Et alors, deuxième temps, la démarche scientifique peut ensuite se dérouler en toute objectivité. L'impératif de la cohérence comporte en effet une série d'implications qui se déduisent de l'objectif et que la rationalité scientifique peut établir. Voilà mes petites balises personnelles, sans doute beaucoup trop simples, dans le seul but d'introduire le sujet. Il sera bien mieux traité par Julien Pierret et par Nicolas Marquis et Isabelle Haché, qui vont suivre son exposé.